Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Louis, cardiologue. J'ai l'énorme plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Aladouane Akil, cardiologue interventionnel à CHA. Bonjour Alexandre. Tu as présenté la gestion des antithrombotiques. Est-ce qu'on peut synthétiser un peu, notamment, est-ce que tu peux nous présenter la gestion des antithrombotiques devant une chirurgie non urgente? Est-ce qu'éventuellement, on peut voir la gestion pour une chirurgie urgente? Et aussi, pour le premier scénario, pour une chirurgie non urgente, quelle est la gestion des anticoagulants plaquettaires pour commencer, et puis les anticoagulants? Merci Alexandre. Effectivement, donc c'est une question d'actualité parce qu'on a eu des recommandations l'année dernière sur ce sujet-là. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est important parce que les patients que l'on va dilater, 4% d'entre eux vont avoir une chirurgie dans l'année. Les patients qui sont sans anticoagulants vont avoir une chirurgie ou une procédure invasive dans les 2 ans. Donc c'est vraiment un sujet très important. Il faut évaluer le risque thrombotique et le risque hémorragique. Le risque thrombotique, c'est plutôt nous les cardiologues. Et le risque hémorragique, ça va être plutôt l'anesthésiste et le chirurgien. Il faut vraiment que la décision d'arrêter ou pas le traitement soit une décision concertée. Ensuite, donc, pour répondre à ta question, en cas de chirurgie non urgente, donc de chirurgie programmée chez un patient qui est sous antiagrégant plaquettaire, la première question, c'est pourquoi il est sous antiagrégant. Si c'est en prévention primaire, là, on a moins de scrupules à arrêter le traitement s'il le faut. Donc, on peut tout à fait arrêter le traitement et le reprendre après si le patient a vraiment une réelle indication en prévention primaire. Chez les patients qui sont porteurs de stent, là par contre, il faut absolument essayer de garder l'aspirine que le patient a au long cours, sauf si le patient est à très haut risque hémorragique pendant la chirurgie. À ce moment-là, il faudra l'arrêter, mais sinon, on essaie au maximum de le garder. Là où c'est plus complexe, ce sont les patients qui ont une bithérapie antiagrégante plaquettaire parce qu'ils ont été stentés plus ou moins récemment. Là, ce que l'on sait avec les études qui ont étudié le raccourcissement de la bithérapie, c'est qu'on peut raccourcir la bithérapie de façon assez safe, assez sécuritaire, si le risque hémorragique est élevé. Donc, ce qu'on va proposer chez ces patients-là, c'est que si le risque hémorragique est élevé, on va pas poursuivre la bithérapie, mais on va plutôt la raccourcir. Il faut essayer de la raccourcir le moins possible, mais on peut aller jusqu'à 1 mois chez le patient stable et jusqu'à 3 mois chez le patient qui a un syndrome coronarien aigu. Donc, on est capable de raccourcir la bithérapie de façon programmée, de façon réfléchie, et en général, quand c'est comme ça se passe très bien. Ensuite, pour les anticoagulants, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il y a les ABK, il y a les AOD. Le principal message pour les anticoagulants, c'est qu'il ne faut pas faire de relais par HVPM ou par héparine non fractionnée chez ces patients-là, parce qu'il y a plus de risque de saignement. Donc, si on décide d'interrompre le traitement, on l'interrompt, et puis on le reprendra après la chirurgie, mais pas de relais. Sauf dans un cas, c'est les patients qui sont porteurs de valves mécaniques, où là, le risque thrombotique est très important. On va faire un relais, donc on va arrêter l'anticoagulant, on va le mettre sous héparine le temps de la chirurgie, et on reprendra après. Et puis, dernier point, donc, c'est la chirurgie urgente. C'est encore plus compliqué. Si la chirurgie est super urgente, c'est la fameuse emergency des anglo-saxons, on va faire les prélèvements, et parmi les prélèvements, il y aura la concentration plasmatique de l'AOD. Si elle est inférieure à 30 nanogrammes par millilitre, on est plutôt rassuré. Et si le patient a pris l'AOD depuis plus de 12 heures, on est aussi rassuré, on peut l'opérer. Dans le cas contraire, il faudra administrer l'antidote. Et si on n'a pas l'antidote, ce sera des concentrés de complexe prothrombinique. Si c'est une urgence relative, donc urgency, à ce moment-là, on peut essayer de différer de quelques heures le temps que la concentration baisse et opérer le patient en toute sécurité. Parfait. Et s'il faut antagoniser les antiagrégants, est-ce qu'on a des solutions? Alors, pour les antiagrégants, non. Il n'y en a pas d'antagoniste des antiagrégants. Pour les anticoagulants, oui. Donc, pour les ABK, la vitamine K. Et puis, pour les AOD, ça va être l'andexanète pour l'examen et l'idarucizumab pour le dabigatran. Mais on n'a pas un antidote pour les antiagrégants. Dernière question. Quels sont les scores qu'on peut utiliser dans la pratique clinique pour être couvert aussi de façon correcte sur le plan médico-légal? Est-ce qu'il y a des scores que tu utilises dans la pratique clinique ou vraiment c'est cas par cas et un peu en fonction des facteurs de risque ou de l'urgence de la chirurgie? Alors, les scores, ils ont été établis pour des patients à haut risque hémorragique pour savoir s'il faut raccourcir ou pas la bithérapie. Ce n'est pas des scores qui sont adaptés aux patients qui doivent se faire opérer. Pour le patient qui doit se faire opérer, il faut prendre en compte le risque chirurgical, le risque de saignement au cours de la chirurgie. Et ça, je pense que l'anesthésiste et le chirurgien sont les mieux placés. Globalement, les chirurgies qui sont à très haut risque, c'est la chirurgie carcinologique, c'est la chirurgie urologique, c'est les grosses chirurgies orthopédiques, la chirurgie vasculaire. Et voilà, c'est principalement ça. Mais après, il n'y a pas de score dédié aux patients qui doivent être opérés. Merci beaucoup. Merci à toi.